Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ces printemps de l'économie. Donc, nous allons dans ce débat aborder le thème de la santé publique à l'ère des nouveaux défis. On peut dire que la santé publique est en crise, une crise grave qui touche aussi bien l'hôpital que la médecine de ville et des secteurs qui, sur fond de désertification médicale et d'un accès aux soins de plus en plus réduit, qui connaissent une véritable misère, comme parmi d'autres, la psychologie, la psychiatrie, alors que la santé mentale a été décritée comme la grande cause nationale de 2025. En matière de dépenses, alors que la santé est un des piliers de notre modèle social, souvent présentée en exemple, elle ressemble de plus en plus au tonneau des Danaïdes. Avec un budget de 640 milliards d'euros en 2024, la sécurité sociale, dont on fête les 80 ans cette année, dépasse le budget de l'État, 350 milliards. Comme celui de l'État, le budget de la sécurité sociale est en déficit, 19,7 milliards en 2022, 10,8 milliards en 2023, 18,2 milliards en 2024. Pour 2025, le budget de la sécurité sociale, dont l'accouchement politique a été particulièrement difficile, prévoit un déficit de 22,1 milliards d'euros. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM, qui est fixé chaque année, donc doit progresser cette année de 3,4% pour atteindre près de 266 milliards d'euros, une somme astronomique. Depuis 2017, pas moins de 10 ministres de la Santé se sont succédés, alors que la crise sanitaire a été aggravée par le Covid-19 qui a mis à jour les failles du système. Et les thérapies mises en œuvre n'ont été, malgré des financements accrus, que des rustines sur une jambe de bois. Comment répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain? Comment renforcer la prévention, l'accès aux soins et la recherche médicale? Comment continuer la modernisation du modèle de protection sociale en dépensant mieux et en évitant les gaspillages? Comment poursuivre les politiques de soutien à l'autonomie? Comment lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire, les violences faites aux femmes? Comment empêcher le développement des suicides chez les jeunes? Traiter enfin la question de la dépendance et prendre davantage soin de la santé des seniors. Autant de questions à laquelle nous allons essayer de répondre dans un court temps qui nous est imparti avec des interventions liminaires de 5 minutes chacune. Je vais d'abord donner la parole à Michel Chassan, médecin généraliste, vice-président du Conseil économique et social, président du groupe d'assurance mutuelle AG2R, la mondiale, ancien président de l'Union nationale des professions libérales, ancien président de la Confédération syndicale des médecins français de 2002 à 2014. Nous écouterons ensuite Fabrice Roth, donc de l'Institut, qui est à l'Institut Lyon 3, si je ne m'abuse. Voilà. Puis ce sera au tour de Marie-Victoire Chopin, docteur en psychologie et en sciences du langage. Enfin, ce tour de table s'achèvera avec Serge Bessanger, enseignant-chercheur à l'École supérieure de commerce, qui joue un rôle clé au sein de l'établissement français du sang, dont il nous parlera longuement. Il apportera peut-être une note un petit peu d'optimisme après les premiers constats qui vont être un peu sombres. Et 10 minutes seront consacrées à la fin de ce débat au dialogue avec vous, avec la salle. Donc je donne tout de suite la parole à M. Chassan. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais, dans mon propos, essayer de répondre à la question qui est posée, à quel défi est confrontée aujourd'hui la santé publique. Je donnerai 6 défis, mais pour faire très court, puisque vous m'avez dit 5 minutes, donc je vais essayer de respecter 5 minutes. Premier défi, c'est des difficultés d'accès aux soins que nous rencontrons tous. Les déserts médicaux, vous connaissez, 11% environ de la population est dans cette situation. Ce n'est pas pour autant qu'on ne rencontre pas des difficultés dans d'autres zones. C'est donc un phénomène général, les fameux déserts médicaux. Ça, c'est le premier point. On pourrait évidemment donner un certain nombre de causes à ça. Bon, je n'ai pas évidemment le temps de le faire, mais on pourrait répondre à des questions s'il y en a. Les délais d'attente qui s'allongent, c'est-à-dire qu'on a des difficultés parce qu'on n'a pas une offre de soins suffisante dans les territoires, et en particulier, on a des délais d'attente importants pour certaines spécialités. Enfin bref, je ne détaille pas, mais vous savez tous les délais que nous avons pour rencontrer un ophtalmologue ou autre. Bon, bref. Deuxième sujet, c'est le véritable tsunami démographique et une transition épidémiologique qui est très très forte. D'une part, on a un vieillissement de la population qui est majeur. Un tiers de la population aura plus de 60 ans à horizon 2030. 2030, c'est demain. On a une augmentation très importante de maladies chroniques. 20% de la population est atteinte d'au moins
une maladie chronique, ce qui est quand même considérable, et on a en particulier une inflation très forte de maladies neurodégénératives. Maladie d'Alzheimer, mais pas que, maladie de Parkinson, etc. Il y en a évidemment beaucoup. Troisième caractéristique, troisième défi, c'est le financement, vous l'avez évoqué. On a un financement pour le moins compliqué, avec un déficit, le trou de la Sécu, dont on entend parler, on finit par s'y habituer. Le problème, c'est que tout ça est renvoyé à la CADES. La CADES, c'est quoi? C'est qu'on renvoie sur les générations futures le fait de pouvoir donc combler ce fameux déficit qui s'ajoute évidemment au déficit de l'État. C'est française, de renvoyer les dettes aux générations futures. Oui, tout à fait. On a des tensions très fortes sur le système de santé, je ne développe pas là non plus. Madame certainement parlera du burn-out des professions de santé et des professionnels et des soignants. Dans ce domaine, on a une misère extrêmement profonde de la santé mentale. Je ne développe pas non plus parce que j'imagine que vous allez en parler, avec une augmentation exponentielle des troubles anxieux et dépressifs qui posent un certain nombre de problèmes. On l'a vu notamment à l'occasion de la crise Covid et combien ce phénomène touchait les populations jeunes, donc avec une majoration de ces syndromes anxio-dépressifs chez les jeunes notamment. On a un système de prévention qui est totalement déficitaire, une santé publique insuffisante. On sait très bien soigner dans notre pays, mais on ne sait pas prévenir. Ça, c'est un vrai sujet. Et ça se traduit au niveau des budgets. 2% de dépenses de santé sont consacrées au préventif. Or, la prévention, c'est un investissement. Et donc, on ne fait pas suffisamment, contrairement à d'autres pays, notamment les pays voisins nordiques et autres. Et puis, on vit dans un contexte de mondialisation. Alors, la mondialisation, ça peut avoir des effets extrêmement positifs, évidemment. Mais désormais, et on l'a vu avec la crise Covid, les virus n'ont pas de frontières. Ce qui se passe dans un pays a évidemment des répercussions extrêmement fortes et rapides dans notre pays. Et le contexte géopolitique mondial n'est pas là pour nous rassurer. Et en particulier ce que je qualifierais de tromperie, c'est-à-dire le chaos sans précédent et dramatique pour la santé qu'introduit l'administration américaine actuelle pose un certain nombre de problèmes qui vont nous arriver très rapidement et qui commencent déjà à arriver, notamment en matière de recherche. Le retrait des États-Unis de l'OMS n'est pas sans conséquences. La suspension de l'aide au développement aura des conséquences extrêmement graves en termes de santé publique. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le réchauffement et sur le climat, là aussi, aura des répercussions extrêmement fortes. Donc on voit qu'on a un certain nombre de défis, je les ai résumés assez rapidement, et face à ces défis, il faut essayer de trouver des solutions pour y faire face. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai le temps de développer, si j'ai épuisé mon temps, mais la France a un certain nombre d'inconvénients qui font qu'on n'est pas prêt pour affronter ces défis, malheureusement. Et donc, il faut tout faire pour essayer de les combler. Voilà. On va aborder les réponses à ces différents défis après les interventions liminaires, donc vous aurez le temps de revenir là-dessus, parce que c'est important, effectivement, d'aller au-delà de ce diagnostic assez sombre que vous venez de dresser. Donc maintenant, je donne la parole à François Roth, qui va nous parler, je crois, un peu de gouvernance, si j'ai bien compris. Oui. Notamment. Donc 5 minutes aussi. En 5 minutes. Donc c'est un défi. Donc, oui, un premier défi. Je voudrais ajouter quand même quelque chose concernant certains défis qui ont été effectivement posés par l'intervenant précédent. C'est que il y a aussi le problème de la corruption. C'est-à-dire que M. Trump, en même temps, si vous voulez, a suspendu une loi anticorruption et qui finalement a été très peu débattue. On a beaucoup plus débattu de la fin des sujets de droit de douane, mais en fait très très peu de ce sujet-là, alors que c'est un sujet, à mon avis, fondamental. Ceci dit, si je reviens sur la gouvernance, on peut voir ça, et le problème de la santé, on peut voir ça, on va dire, par le petit bout de la lorgnette, et puis on peut voir ça de manière plus globale. Donc, comme ça a été également rappelé, nous sommes dans une période de crise, nous sommes dans une période guerrière, et dans ces périodes-là, il y a deux postures, soit on peut se recroqueviller, soit on peut évidemment aller de l'avant. Donc, aller de l'avant, ça veut dire se projeter, et bon, nous, les financiers, on essaye de se projeter à très long terme, en termes d'attractivité, par exemple, de territoire,
Et à ce moment-là, on utilise par exemple des modèles de croissance dans lesquels effectivement le système de santé est fondamental. Donc ça fait partie des facteurs structurants. Et alors on est quand même dans une période entre guillemets très intéressante parce qu'on a à la fois des crises géopolitiques, mais on a aussi des crises technologiques, enfin, etc. Enfin une crise technologique, quand je dis une crise technologique, depuis 2008 on a émergence effectivement de nouvelles technologies. Donc on est dans une période où justement c'est qu'est-ce qu'on fait de notre avenir. Et évidemment, alors à titre personnel, évidemment, je partage le sentiment également commun, j'imagine. C'est qu'on pourrait espérer, on va dire, une autre compréhension du monde de la part de certains. Ceci dit, on fait avec ce qu'on a, comme on dit, et des fois, justement, je répète, des risques, hein, des dangers qui apparaissent sont également des opportunités. Donc où est-ce que je veux en venir? C'est que moi, je pense que dans ces cas-là, il faut rappeler deux choses importantes. C'est qu'on a besoin de se reprojeter. On a la possibilité de construire ou de reconstruire avec effectivement des nouveaux outils à très long terme. Il faut organiser, entre guillemets, l'action. Alors, organiser l'action, c'est que quand je parle de ces facteurs structurants, vous prenez la santé, évidemment, vous avez une relation avec l'éducation, vous avez une relation avec le bien-être des personnes au travail. Donc tout ça, vous savez, transformé dans une moulinette d'économistes, ça fait de la croissance à long terme. Mais fondamentalement, vous avez également un sujet de cohésion sociale. Et ça a été rappelé au sujet de ces questions de disponibilité, on va dire, des soins sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Mais bon, ça va plus loin que ça. Je prendrai un autre exemple, parce que je sais qu'il va être débattu après. Vous prenez la relation justement à la machine. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on travaille beaucoup sur l'interaction homme-machine aujourd'hui. Et on a maintenant un recul d'une vingtaine d'années où on s'aperçoit que toute une génération, en fin de compte, a une relation aux réseaux sociaux, entre autres, qui n'a pas été forcément positive. On utilise des mots atimormie, etc. et tout, qui sont très très liés aussi à des phénomènes d'autisme. Et je pense que ça, c'est un sujet, donc, vous voyez, on peut le voir aussi sous un angle de santé publique, mais on peut le voir aussi tout simplement sous un angle économique. C'est-à-dire, si vous avez une génération qui a un problème dans les entreprises ont fait avec. Ça veut dire qu'on va essayer de faire avec, on va essayer de les former sur le tas, les accompagner sur le tas, etc. Mais imaginez dans 20 ans, puisqu'on s'est emparé du problème, c'est que dans 20 ans, vous aurez un autre type de génération qui va remplacer la génération existante. Donc on sait que c'est un problème à venir. Donc on peut le voir sous un angle économique, mais voyez, en même temps, c'est un sujet de cohésion sociale. Et donc, à un moment donné, quand on est dans ces périodes-là, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas évidemment être avec des modèles du passé, il faut reconstruire avec une certaine rationalité, mais cette rationalité, il faut qu'elle soit partagée. Et donc, il faut remettre en avant du sens dans l'action. Donc voilà ce que je pourrais dire, si vous voulez, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est la gouvernance, c'est un retour positif, le plus positif possible, mais une création de valeur pour les ayants droit. Et ce qui est particulier dans notre sujet, c'est que les ayants droit, c'est nous tous. Et donc, c'est un bien commun. Voilà. Très bien, merci pour cette première intervention. Je donne la parole maintenant à Marie-Victoire Chopin, donc, qui est docteur en psychologue, clinicienne, et qui va nous parler des secteurs de la psychologie, de la psychiatrie, qui sont des secteurs en souffrance, notamment pour les soignants, les problèmes de formation, les problèmes de... Voilà, on me dit que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. À un moment où on a effectivement déclaré l'année 2025 avec une grande cause nationale qui sera celle de la santé mentale. Je vous donne la parole. Pour 5 minutes toujours. En effet, merci beaucoup Michel. Je rejoins ce que les collègues ont exprimé comme risque. Effectivement, la psychiatrie est aujourd'hui en difficulté, en souffrance. Du côté des patients, des grandes problématiques avec des troubles dépressifs et anxieux et un rajeunissement de la population. Les populations plus en difficulté et oubliées dans les interstices en fait, de la prise en charge, les adolescents, les femmes, notamment dans la période périnatale, et les seniors, effectivement, pour lesquels la prise en charge est aujourd'hui inefficiente, voire inexistante. Un autre constat, effectivement, c'est le fait que le modèle de sectorisation de la psychiatrie est aujourd'hui
non opératoires. Donc il y a une couverture très inégale sur le territoire national en termes de prise en charge en psychiatrie. Il y a également un tri des cas complexes et des cas plus légers en fonction du secteur privé ou public, encore une fois, donc ce qui induit, encore une fois, pas mal de problématiques dans la prise en charge, avec quand même un constat qu'il y a un quart de postes vacants de psychiatres dans plus de 40% d'établissements de santé mentale sur le territoire national. Donc il y a un vrai enjeu. Maintenant, effectivement, je voulais dire quelques mots sur ceux qui dispensent les soins, parce que si on souhaite envisager la problématique d'une manière systémique, il faudrait aussi toucher un mot sur la souffrance psychologique des soignants, enfin les cordonniers mal chaussés, comme on le dit. Et effectivement, cette souffrance se joue derrière les murs de nos hôpitaux, de nos établissements de soins, et les chiffres sont là pour en témoigner. Par exemple, 17% de professionnels de santé expriment des idées suicidaires. 41% de professionnels de santé présentent des symptômes de dépression légère à sévère contre 33% dans la population générale, dans la population active. 6 professionnels de santé sur 10, infirmiers, aides-soignants, médecins, ont déjà traversé un épisode d'épuisement professionnel. Donc les chiffres sont alarmants, les professionnels tombent, et ils tombent non seulement de l'épuisement physique, mais aussi à cause de celui qui est dû au stress, au burn-out, à l'isolement professionnel également. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est une question forcément complexe et multifactorielle. Donc, on peut effectivement évoquer le facteur de l'optimisation des soins qui est mal réfléchi, mal implémenté, avec les équipes qui ne suivent pas. Une crise de vocation, effectivement, avec les jeunes générations qui choisissent aujourd'hui un tout petit peu moins ces disciplines et surtout moins le modèle sacrificiel qui prenait encore dans les établissements de soins. Donc cela amène à une surcharge de travail, à des journées à rallonge, à des gardes éreintantes. Effectivement aussi une charge émotionnelle oppressante, ceci dans un contexte de manque de soutien d'hiérarchie, du management qui n'est pas spécialement formé, un manque de soutien des pairs qui sont débordés et surtout peut-être aussi une conception de soins qui change, qui évolue aussi. Il y a beaucoup de fatigue numérique, il y a beaucoup de tâches administratives et il y a surtout de moins en moins de temps de qualité au lit du malade en fait. On fait de moins en moins de cliniques, c'est ce que les soignants partagent en fait dans les entretiens quand on essaye de comprendre les causes qui les mènent à l'épuisement professionnel. Il y a les violences physiques, il y a les violences verbales qui sont en croissance exponentielle aux urgences, mais aussi dans les services de psychiatrie. Mais il y a aussi d'autres types de violences insidieuses, d'une hiérarchie sourde qui manque encore une fois de soutien, qui manque aussi de moyens pour instaurer une sécurité psychologique dans les services. Alors, c'est une notion complexe mais importante. La sécurité psychologique, c'est avant tout l'appartenance à l'équipe. C'est aussi une possibilité de signaler ces difficultés sans que ce soit un aveu de faiblesse. Et c'est aussi l'opportunité de signaler des erreurs en temps et en heure sans avoir la crainte pour sa carrière. Effectivement, on n'a pas cette sécurité psychologique partout. Donc ce sont les facteurs effectivement qui mènent à l'épuisement, au désengagement et à la perte de sens des soignants. Il y a aussi une problématique de manque de formation dans la formation initiale, dans le parcours universitaire des soignants. Il y a peu, voire aucun module qui cible la reconnaissance et la prévention des risques psychosociaux, la gestion de stress, la reconnaissance du trauma vicariant. Par exemple, c'est un trauma par ricochet qu'on peut développer en étant exposé à du matériel traumatique ou par exemple à un refus de soins de patients. Ça peut être très compliqué. Il y a peu de dispositifs instaurés de soutien psychologique institutionnalisé, effectivement. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau du management, au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau de l'écoute, au niveau justement d'une approche où les paroles sont suivies par les actes et cette confiance réciproque est instaurée. Voilà. Merci beaucoup.
Merci déjà à tous d'avoir respecté les 5 minutes. Je sais que c'est un carcan un peu difficile. Mais bon, on est obligé compte tenu du temps. Maintenant, je vais donner la parole à Serge Bessanger, donc, qui va nous parler, je crois, beaucoup de gouvernance, va parler un peu de l'exemple de l'établissement français du sang, et peut-être introduire une petite note d'optimisme avant que nous poursuivions ce débat. Tout ça toujours sur 5 minutes. Merci. D'accord, Michel. Alors, une petite note d'optimisme, effectivement. Je vais vous parler du système français du don du sang, qui est un système hybride, qui est alors absolument unique au monde. Dans la plupart des pays, le sang est rémunéré. Donc, on met un prix sur une poche de sang, on paye les gens qui donnent leur sang, et puis tout ça est suivi avec un chiffrage très précis, et on va même jusqu'à, dans beaucoup de pays, vendre également des organes. Le choix de la France, c'est le choix de la non-marchandisation du corps humain. Et tous les Français sont très attachés à ce principe. Alors, pour autant, le problème qu'on avait auparavant, il y a 20 ans, il y a 25 ans plutôt, c'est qu'il n'y avait pas de gestion de ce secteur-là. Il y avait un service public du sang qui n'avait pas de gouvernance, qui n'avait pas de direction non plus, et c'était un peu, passez-moi l'expression Michel, mais le bazar. Et ça a donné un certain nombre de scandales, notamment le fameux scandale du sang qui était contaminé par le sida et d'autres virus. Bon. Alors, en 1999, on a créé, il y a eu une réflexion très profonde, d'ailleurs en partie grâce au CESE, puisque tu m'avais invité ici en 97 à en parler un petit peu dans cet hémicycle. La réflexion, ça a été pourquoi ne pas prendre comme partie prenante la société civile. Donc la société civile dans le don du sang, ce sont 2 groupes. Ce sont d'abord les transfusés, les gens qui ont besoin de sang, et par ailleurs les donneurs. Alors moi je viens des donneurs, je viens de la FFDSB, donc la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Et suite à cette réforme qu'il y a eu en 1999, on a créé l'établissement français du sang, qui a une gouvernance hybride. Et ce qui est très intéressant, et à mon avis, ça mérite d'être exporté dans d'autres établissements de santé et partout ailleurs dans le monde, parce que c'est un modèle qui aujourd'hui fonctionne très bien, c'est que vous avez un comité des parties prenantes avec un petit comité des transfusés et un petit comité des donneurs de sang. L'avantage de ça, c'est que dorénavant, la gouvernance fonctionne. Il y a un questionnement. Pourquoi est-ce que Toulouse est en grève ? Pourquoi est-ce que nos infirmières doivent se lever à 6 h du matin pour aller faire l'inventaire de ceci et de cela ? Bon, il y a un questionnement permanent, et donc il y a une amélioration permanente. Je ne dis pas que le système est parfait, mais il a énormément évolué. Il est devenu un benchmark au niveau mondial d'après l'OMS, hein, le Team France du sang, c'est-à-dire l'EFS, le CTSA, Centre de transfusion sanguine des armées, et on ne les oubliera pas parce que c'est grâce à eux qu'on a eu une augmentation des dons du sang au CTSA pendant le Covid, alors que ça baissait évidemment au niveau du civil. Et le troisième acteur, donc, c'est la FFDSB, Fédération française des donneurs de sang bénévoles, 850 000 membres, dont certains dans la salle ici et moi-même. Et donc ces 3 acteurs se sont mis ensemble pour réfléchir à un système de gouvernance qui est aujourd'hui considéré par l'OMC comme peut-être le meilleur au monde. Et dans une époque où la France est assaillie de toutes parts pour être un pays impérialiste, que sais-je, vous connaissez la propagande russe, hein, eh bien, moi je vous dis, le Français donne 4 fois plus son sang que le Russe, soi-disant moral, etc. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en avant vis-à-vis du reste du monde. La France peut être fière de son modèle qui fonctionne. Nous sommes aujourd'hui autonomes, ça fait 11 ans qu'on n'a pas importé une goutte de sang. Par contre, on importe du plasma, parce qu'on a besoin d'argent. Et messieurs et madame les députés, votez-nous le budget pour les 6 machines à plasma. On en a besoin, voilà. Ils en ont dans la salle, voilà. On a besoin notamment d'investissements en capital, en machines. On n'a pas assez de machines, mais le moral est bon. Marie-Victoire, tu disais qu'il y avait un problème globalement de burn-out chez les infirmières. Chez nous, il existe, mais moins qu'ailleurs. Parce que justement, les infirmières sont également à la gouvernance. On a 2 infirmières qui sont au conseil d'administration. C'est important, c'est médecins, infirmiers, donneurs de sang, à la gouvernance. Voilà. Et tous ensemble, qui réfléchissent de façon bienveillante, mais sans complaisance,
à l'amélioration du système français, qui est aujourd'hui, on peut le dire, le meilleur au monde. Voilà, je voulais terminer cette note. Merci beaucoup. Moi, je me souviens d'une période un peu lointaine, peut-être, mais où quand on donnait son sang, on vous offrait des paquets de cigarettes pour vous remercier. Merci. Aujourd'hui, on vous offre des sandwichs, pas mal de choses. Je peux témoigner qu'on offrait des paquets de cigarettes, notamment quand on faisait son service militaire, à une époque où il y avait un service militaire. Je voudrais vous relancer par 2 questions qui s'adressent à vous tous. On entend souvent les politiques dire la santé est une priorité. On va donner la priorité à la santé cette année. Tous les politiques le disent, hein, à gauche, à droite, et le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas de priorité à la santé. Donc, je voudrais simplement que vous identifiez chacun un peu une urgence ou 2 urgences maximum pour répondre à ces défis qui se profilent. Et deuxièmement, je voudrais savoir, répondiez à la question de savoir si l'intelligence artificielle dont on parle tant peut être une aide pour répondre à ces défis. Voilà, donc je ne vous limite pas le temps, là, donc vous répondez non, donc pour nourrir le débat, on commence peut-être dans l'ordre où on a démarré tout à l'heure, Monsieur Chassang. On a un système décrit un certain nombre de défis auxquels il est confronté. On a effectivement un certain nombre d'incantations, de déclarations disant ça y est, le système de santé, la santé est priorité. Alors c'est vrai lorsqu'on interroge des Français, c'est beaucoup moins vrai lorsqu'on voit concrètement les mises en place et les plans gouvernementaux notamment. En fait, le système de santé n'a pas de boussole. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous n'avons pas de stratégie nationale de santé et il n'y a pas de véritable politique de santé dans ce pays. On réagit en fonction des urgences, en fonction des crises, en fonction de l'actualité. Et donc on essaie de penser tant bien que mal. Mais il n'y a pas de politique de santé. Et les exemples sont multiples. Alors, prenons un exemple très récent, c'est la crise Covid. La crise Covid, vous savez tous, comme moi, comment les choses se sont déroulées. On a constaté qu'on n'avait plus de masque. On a essayé de faire croire aux Français que le masque ne servait strictement à rien dans la transmission du virus. On a essayé d'évacuer en urgence, vous savez, de l'Est vers l'Ouest des patients, etc. Enfin bref, on a agi au niveau franco-français. Chacun des pays a agi pour son propre compte. On a mis pas mal de temps il y a 5 ans, exactement 5 ans. Il n'y a que 5 ans. Oui. On a mis pas mal de temps à considérer que, finalement, il fallait peut-être mieux raisonner au niveau européen. C'est ce qu'on a fait, notamment, en urgence pour les vaccins. Je ne parle pas des difficultés qu'on a eues dans la campagne vaccinale pour le Covid, avec le mouvement anti-vax qui a pris de l'ampleur, qui a été relayé d'ailleurs par un certain nombre de politiques. Passons, je n'insisterai pas là-dessus, qui... Aujourd'hui, si on prend les États-Unis, le ministre de la Santé lui-même est un anti-vax notoire. Donc on voit bien qu'on est confronté dans notre pays à un manque de boussole en matière de système de santé qui est extrêmement préoccupant, alors que c'est une priorité absolue des Français, alors que ça coûte un argent fou, alors qu'il est largement déficitaire et qu'on a du mal à combler ce trou et qu'on renvoie pour plus tard à travers un phénomène qu'on appelle la CADES, c'est une caisse, une cagnotte qu'on met de côté. C'est écrit en 1995, à titre provisoire, qui dure encore. Oui. Alors le provisoire, dans notre pays, il faut effectivement s'en méfier parce qu'il a vraiment tendance à devenir définitif. Donc on voit bien qu'on manque de boussole en matière de santé comme dans d'autres domaines. Alors, très rapidement, on a un système qui est incoordonné à tous les étages. Alors je ne détaille pas, mais médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin système, avec les autres paramédicaux, ces systèmes publics, privés, enfin bref, tout ça fonctionne en tuyau d'orgue et il n'y a pas de coordination. On a à peine l'ébauche d'un dossier médical partagé qui est en train de poindre. Voilà. Voilà où on en est. Et donc l'espace numérique de santé, alors on verra s'il donne des résultats positifs, etc. Mais on est quand même en 2025. On a un numérique en santé qui se développe grande puissance. On a l'IA qui est là, et pour répondre à votre question directement, et
on vient juste de commencer à construire un espace numérique de santé pour permettre de partager les informations sur les patients. Vous voyez où on en est. Deuxièmement, on a un cloisonnement tout azimut. La santé d'un côté, l'environnement de l'autre, l'alimentation au ministère de l'Agriculture, l'éducation de la santé, c'est très important. Aucune liaison, ou très peu, aucune coordination entre ces différents ministères, alors que tous concourent au même objectif. Donc on a un vrai sujet. Il faudrait un ministère de la Santé et de l'Environnement. Le ministère de la Santé et de l'Environnement, écoutez, ce n'est pas un secret de dire qu'ils ne travaillent pas toujours ensemble. Oui, donc il faudrait un seul ministre pour les alors deux que, secteurs. à ma connaissance, quand même, l'environnement agit sur la santé, potentiellement. Et la maîtrise de l'environnement, en fait, je veux dire la qualité de l'air, enfin bon, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, je ne détaille pas non plus, c'est tellement évident. C'est tellement évident qu'on ne l'a pas mis en place. Donc l'idée, évidemment, d'avoir un grand ministère qui associe la santé et l'environnement ne serait pas complètement saugrenue, avec des ministres délégués, etc. On en est très très loin aujourd'hui. On a, et je termine là-dessus, des inégalités extrêmement fortes. C'est ça aussi, quand on a une politique de santé publique, il faut savoir qu'il faut que tout le monde y concourt. Et on a intérêt à ce que la santé, en général, s'améliore pour tous les Français. Or, on a une espérance de vie qui continue à progresser un tout petit peu, mais surtout une espérance de vie en bonne santé qui stagne. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps atteint de pathologies. C'est ça le sujet. Et on ne sait pas comment y faire face. Il suffit de prendre la dépendance, il suffit de prendre le vieillissement, il suffit de prendre le développement des maladies d'Alzheimer. Enfin, vous savez comme moi, vous avez des parents, des grands-parents. Vous voyez toutes les difficultés que nous avons, et ces difficultés sont là, mais elles sont pires. Il nous arrive, c'est un véritable tsunami qui arrive, et à ma connaissance, on n'a pas encore mis en place un système de financement. Financement de la dépendance. La dépendance, c'est un serpent de mer dans le débat public. Un serpent de mer, mais le serpent de mer va nous faire péter le système. On a un vrai sujet. On ne sait pas comment. On ne sait pas aujourd'hui comment faire face à ces phénomènes absolument majeurs qui sont devant nous. Très bien. Je donne la parole à votre voisin, M. Roth, qui répond même question, même punition. Alors, même punition, sur le sujet de l'intelligence artificielle, on sait tous que effectivement le diagnostic qui est proposé par des IA est plutôt performant. En même temps, on sait qu'on ne peut pas se passer, si vous voulez, de la compétence humaine, entre guillemets. Donc voilà, bon, ça c'est un sujet très intéressant. Mais après, en tant que financier, qu'est-ce qu'on achète? On achète l'innovation. Donc moi, je vais vous dire, faut avancer là-dessus, évidemment, sur ce sujet-là. Donc, on pourrait dérouler avec toutes ces conséquences. Maintenant, ce qui a été mis en avant, c'est aussi cette question de dans quelle direction on va. Je reviens quand même toujours là-dessus, parce que on a parlé de compétences, c'est intéressant, parce qu'on a parlé d'un mode de gouvernance qui est assez efficace, donc en fait qui donne une certaine réactivité. Bon, on a parlé de compétences qui existent, mais c'est vrai. Donc ça, c'est un deuxième facteur très important. Et puis, ce qu'on a oublié quand même, c'est que, ok, on peut avoir, toujours pareil, on peut optimiser un système, mais pour aller dans quelle direction? Et là, le problème, c'est quoi? C'est que qui incarne ce sens? C'est-à-dire, quand on a parlé de politique, vous avez dit, on n'a pas de politique véritablement, enfin, en gros, on ne sait pas dans quelle direction on va. Voilà, donc ça veut dire concrètement, moi je vous fais une réponse entre guillemets un peu conceptuelle, entre guillemets, mais qui est très pratique. C'est la question de la légitimité partagée, c'est-à-dire ce sens partagé. Alors pourquoi c'est super important? Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais parce que si vous n'avez pas de légitimité partagée, vous n'avez pas de loyauté. Et la loyauté, c'est le test du vivre ensemble. Si à un moment donné, on n'est pas loyal au système, vous allez constater des dérives. Aujourd'hui, je pense qu'un sujet important, ce qui est testé dans nos sociétés, c'est cette question de la loyauté. Alors, c'est intéressant parce que vous avez rappelé qu'à une certaine époque, je suis aussi passé par, évidemment, je suis passé par cette voie-là, du service national et une certaine relation, on va dire, au service, pour le pays, à l'armée. Et en fin de compte, il y a des actions et des sens qui semblent évidents quand vous avez
vous êtes passé en fin de compte par ces chemins. Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 20-30 ans? On a projeté en fait une vision du monde différente, qui n'était pas forcément insensée non plus, mais qui était une vision du monde différente. Et là, on est en train de redécouvrir que il y a des fondamentaux à reposer. Et que si on ne les repose pas, effectivement, je pense qu'on pourra parler encore longtemps, si vous voulez, de gabegies diverses et variées, ou en fait d'expériences intéressantes, mais qui, si vous voulez, de manière isolée, sans sens de l'action, je répète, commun, partagé, nous poseront toujours le même problème. Bon, ceci dit, moi je suis plutôt optimiste, hein. C'est-à-dire que je pense qu'en fait on n'a pas de choix. Donc comme on n'a pas de choix, on va trouver des solutions. Le vrai sujet peut-être, c'est, je vais vous faire encore une dernière réponse en termes de gouvernance, c'est que si vous considériez par exemple les choses d'un point de vue de la stratégie d'un groupe ou d'une entreprise, on accepterait l'idée par exemple de donner beaucoup de pouvoir à une équipe de direction. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour dire les choses autrement, on a une forme d'autoritarisme accepté. Mais l'autoritarisme ne va pas sans contre-pouvoir. Alors si maintenant j'élargis un petit peu plus à la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fatalement, il y a des sujets qu'il est difficile de régler, pour prendre certaines décisions, il est difficile de le régler, si vous voulez, en assumant totalement. Je suis prudent, mais bon, moi j'ai pas de posture politique, donc je me sens aussi à l'aise là-dessus, mais en assumant totalement, on va dire, une posture démocratique. En revanche, ça ne peut pas aller sans, on va dire, un corps ou un ensemble de corps, vous voyez, de la société civile qui évidemment éclaire et participe utilement à ces décisions. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Victoire Chopin, est-ce que l'IA va remplacer le psychologue? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas et vous n'espérez pas aussi, j'imagine. Et je vais expliquer effectivement pourquoi. Alors, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui qui sont proposées, qui sont encore en cours de recherche. C'est une piste intéressante, encore une fois, c'est un outil intéressant à la fois diagnostic et de monitoring d'accompagnement, notamment en ambulatoire, à condition que le dispositif soit stable, fiable, éthique. Alors, remplacer les soignants, je ne crois pas, encore une fois, parce que beaucoup d'outils d'intelligence artificielle reposent sur l'architecture de modèles de langage et non pas sur l'architecture neuromorphique, encore une fois, qui permettrait d'imiter le raisonnement humain. Donc c'est un peu la situation où on peut prendre le parallèle en fait de la chambre chinoise. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce parallèle où une personne est renfermée dans une chambre et on lui glisse sous la porte des inscriptions, des hiéroglyphes qu'il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas le chinois. Et donc, il a juste un dictionnaire avec lui qui lui dit de répondre à un stimulus particulier avec un hiéroglyphe particulier. Donc, ce qu'il fait, c'est très opérationnel. Ça donne l'impression à son interlocuteur derrière la porte qu'il connaît le chinois, mais en fait, non, il suit juste les instructions langagières qui sont données. Donc, c'est ça qui est particulier. Alors, oui, l'utiliser comme un outil, ça peut être intéressant, mais voilà, il faut que l'avenir nous montre si une architecture plus poussée, neuromorphique, serait possible. Pour reprendre effectivement votre première question, au niveau des urgences, je vais rester très pragmatique. En fait, quand on a un objectif, il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens, et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est de préserver les ressources humaines, de les fidéliser et d'attirer, encore une fois, les jeunes générations dans le métier. Tout à l'heure, Serge, vous avez parlé des infirmiers, des paramédicaux qui se signalent peut-être plus facilement, qui partagent plus facilement leurs difficultés, mais il y a les médecins et les étudiants en médecine qui sont souvent renfermés dans un silence délétère, et c'est vraiment la situation où on est pris par une sorte de métonymie très dangereuse, où la fonction de soignant l'emporte sur notre personnalité. Alors le soignant, ça sait gérer la douleur, ça sait gérer la souffrance, et c'est surtout un pilier et non pas une victime. Alors effectivement, quand on a cet adage,
ça devient très compliqué. Les fidéliser, ça passe aussi par les conditions de travail dignes, mais ça passe aussi par la participation aux projets innovants, par la participation à la gouvernance, c'est-à-dire on a envie de participer aux décisions qui nous concernent, parce que nous savons de quoi nous avons besoin pour bien soigner. Voilà. Et donc, je pense qu'encore une fois, la prévention dès les cursus de formation initiaux doit être mise en place. Voilà. Merci. Donc je vais laisser Serge Bessanger répondre lui aussi à la question notamment des urgences peut-être. Quelles sont les urgences en matière de politique de santé, mais on va arriver de toute façon au terme, donc il faut que vous parliez très vite et on va vous donner la parole. Donc si vous avez des questions pendant les 10 minutes qui nous... voilà, il y a déjà une question là-bas. Mais ça, moi, je ne peux pas aller jusqu'à vous, donc quelqu'un vous apporte un micro. Rapidement, un petit message. On parle d'économie de guerre et de résilience, mais en termes d'équipement dans le domaine du sang, il nous faut des machines. Il nous faut des machines à plasma, il nous faut des machines à plaquettes. Ça coûte très très cher. Et pour l'instant, on ne les a pas vus arriver. L'argent n'est pas encore là, malheureusement. Les équipes, par contre, ont un moral qui est excellent. Et encore une fois, je salue les infirmières, je salue tout le monde, les bénévoles. Mais on manque de capitaux. Question ? Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez un pays ou une zone du monde qui aurait un système de santé dont on pourrait s'inspirer parce que ça correspondrait à peu près à notre pays et à notre organisation ? L'Italie. L'Italie, quand vous regardez le don du sang, en fait, les deux champions du monde du don du sang, c'est le français et l'italien. Et l'Italie, ils allaient encore plus loin que nous. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes encore pires que nous. Ils ont eu beaucoup plus de sang contaminé, beaucoup plus de morts, et donc leur réflexion est allée encore plus loin que la nôtre. C'est-à-dire que l'EFS italien, il est décentralisé dans les provinces, et ils arrivent entre l'utilisation ils ont déjà l'IA, ils ont plus de machines que nous, ils ont plus de moyens, et ils arrivent à avoir des dons par tête d'habitants qui sont même supérieurs aux Français. Donc l'Italie, à mon point de vue, c'est vraiment le benchmark qu'il faut vraiment étudier. Ça fonctionne très bien dans ce domaine-là. Mais au-delà du don du sang, en fait. En dehors du don du sang, quel est le modèle ? Michel. Monsieur Chassang, peut-être peut répondre, parce que je crois que vous êtes assez pressé par le temps. Alors, je dirais, pour le curatif, c'est-à-dire pour la prise en charge, pour le diagnostic et la prise en charge de maladies, la France est vraiment un excellent système de santé. Quand on le compare avec d'autres systèmes européens et même mondiaux, quand même. Bon, on a un système déficitaire, on l'a dit, au niveau budgétaire. C'est le meilleur système qu'aux États-Unis, quand même. Mais quand même, on a un système extrêmement solidaire, on a un système de prise en charge qui est quand même très correct. Et on a un niveau de médecine qui est vraiment excellent. Il faut quand même le dire. Il faut pas. Il y a des défauts, il y a des choses à corriger, etc. Mais là, on n'est pas bon, c'est en santé publique. Là, on n'est pas bon du tout. La santé publique, c'est un concept, on est bon en santé individuelle, on sait prendre individuellement en charge les personnes, mais on a un mal fou à les prendre en charge au plan collectif. Et en particulier, lorsqu'il s'agit de parler de prévention. C'est-à-dire que l'adage qui dit il vaut mieux prévenir que guérir, c'est un concept qui paraît évident pour tout le monde, mais qui, malheureusement, on a du mal à le mettre en application dans notre pays. Alors, le modèle, ce sont les pays nordiques qui ont mis en place des originalités. Je pense en particulier, mais c'est assez ancien, mais c'est quand même, ça mérite d'être dit quand même, c'est pour la prévention de la carie dentaire, par exemple, certains pays avaient mis du fluor dans l'eau potable. Voilà. Mais ça fait faire des progrès immenses en termes de santé publique. Une des avancées majeures en termes de santé publique a été l'eau courante dans les habitations. Donc, faut quand même, ça rend modeste. Ça rend modeste. C'est là. Et la vaccination a fait connaître à notre pays des progrès gigantesques, absolument gigantesques. Et donc voir ça aujourd'hui, voir un débat entre les pour et les contre la vaccination, pour nous, profession de santé, c'est délirant. On est délirant. Ça montre qu'on a un sujet en matière de prévention qu'il nous faut absolument résoudre. Voilà pour essayer de répondre assez brutalement, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment, parce qu'il y a du bon un peu partout, mais quand même, schématiquement, c'est comme ça que les choses se passent. Merci beaucoup. Il y a une autre question en haut. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est effectivement 2 remarques.
Il y a des jeunes aujourd'hui, et moi j'organise des ateliers où j'ai beaucoup de mal à faire venir des infirmiers, des médecins, pour parler à des jeunes de leur métier, de leur orientation. Donc si ça pouvait déjà commencer par ça, c'est-à-dire communiquer sur ce qu'est le métier, avec toute sa dimension psychologique aussi, tout ce qu'on rencontre dans le métier de soignant, qu'on soit médecin, psychiatre, infirmier, ostéopathe, tout ce que vous voulez. Donc on a un vrai problème de communication sur les métiers de la santé, déjà. Et deuxièmement, au niveau des lycées et des collèges, moi je me souviens qu'à mon époque, il y avait toujours, pas des modules, mais des interventions d'infirmiers, de médecins. Il y avait de la prévention. Il y avait de la prévention sur la vaccination, et on vaccinait à l'école, je me rappelle, mais aussi prévention sur l'alimentation. Vous avez parlé d'environnement, mais la médecine, la santé, ça commence déjà par l'alimentation. Et si on faisait, parce que l'obésité aux États-Unis, on sait que ça va être le défi majeur aux États-Unis, mais ça va être le défi aussi de santé publique en France. Donc on devrait quand même instaurer, nos gouvernants pourraient instaurer quand même des modules. Il y a de l'éducation civique, il y a plein de matières où on pourrait mettre 1 heure avec un prof de SVT, un prof... Vous voyez, moi je pense qu'on peut faire des tas de choses sans passer par des sphères institutionnelles, mais si ça pouvait être sur le terrain. Parce que là, il y a plein de jeunes. Et moi je vais vous dire, quand on organise des ateliers dans des grandes écoles, ce que je fais chaque année, j'ai des ateliers, par exemple, à l'école polytechnique ou ailleurs, où les ateliers, par exemple, en santé pour les médecins, tous les jeunes qui viennent, j'ai 50 jeunes du collège au lycée qui veulent devenir médecins ou infirmiers. Donc il y a une vraie motivation pour ces métiers, sauf qu'on ne sait pas leur expliquer. Voilà, je m'en arrête là, mais je pense que les jeunes, c'est aussi l'espoir de leur dire que oui, il y a de la place pour être médecin, pour être infirmier, etc. Et qu'il faut s'y préparer avec l'IA de demain et avec les défis de demain. Voilà. Voilà les défis de demain. Qui veut répondre? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Qui répond? Pardon? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je ne peux qu'appuyer votre point de vue, effectivement. Plus on va informer, et mieux ça sera. Attendez, je ne vais pas faire de la publicité pour mon métier, mais c'est quand même des métiers extrêmement valorisants. Hein. Et vraiment utile. Enfin, tous les métiers sont utiles, mais là vous avez un retour direct. Hein, voilà. Alors, il y a évidemment bien des sujets, bien de problèmes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement cette attractivité très forte de ces métiers-là, et c'est la désillusion d'un certain nombre de professionnels lorsqu'ils commencent à exercer. Il y a là un paradoxe qui est assez inquiétant, qui montre bien que là aussi, il y a des difficultés d'exercice qu'on ne perçoit pas suffisamment. Et quand on est profession de santé, médecin ou autre, et qu'on n'est pas bien dans sa tête soi-même, c'est quand même assez compliqué de prendre en charge ceux qui sont devant vous et qui viennent parce qu'ils souffrent et ils ont besoin de votre aide. C'est quand même très compliqué. Donc la santé des soignants, c'est quelque chose qui est certainement pas à négliger. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les phénomènes de burn-out, etc., avec l'absentéisme dans les hôpitaux qui en découle, hein, et qui pèse très lourd hein, sur les budgets des hôpitaux notamment, hein, montre bien que là, on a un vrai sujet. Très bien, merci. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Marie-Victoire Chopin sur la santé des soignants. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, parce qu'on arrive... Oui, il y a une question là-bas. Je ne sais pas, il y a 2 questions. Alors, on prend les 2 questions, mais pour finir, parce qu'il ne reste même pas 5 minutes. Oui. 2, on vous entend mal, hein. On n'aura pas le temps d'évoquer ce débat, hein, l'instabilité politique. C'est mieux. Oui, voilà. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'instabilité politique, de la valse des ministres, on a parlé des problèmes budgétaires, on a parlé donc de ce qui est politique. Mais est-ce qu'en France, on n'a pas, par rapport peut-être à des pays d'Europe du Nord, un problème quand même de gestion de notre administration? Est-ce que l'administration de la santé est bien managée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chapelles? Est-ce qu'il n'y a pas une organisation qui serait à revoir? Est-ce qu'on n'a pas quand même quelque chose de profondément installé qui ne fonctionne pas très bien et qui nous empêche d'évoluer? Monsieur Roth, peut-être, vous voulez répondre? Je voulais surtout répondre à madame précédemment. Alors, oui. Je vais passer mon tour. Non, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut répondre rapidement. Il y a encore une question. Mais certainement. Mais je voulais juste répondre par rapport à une réponse brève, effectivement, oui. C'est une réponse rapide. Rapide.
quand même, l'éducation, je maintiens, effectivement, est un élément majeur. Bien. Et voilà. Voilà, donc ça sera la dernière question, parce que là, on arrive au terme. Donc, Merci beaucoup. La rigidité administrative, vous avez parfaitement raison. Je veux dire, le monde de la santé est certainement un des plus bureaucratisés. oui, madame. Merci beaucoup de prendre ma question. Moi, je rebondirai sur la question de l'éducation. Étant moi-même ancienne personnelle de l'éducation nationale, enfin cadre, je tiens à préciser quand même que depuis maintenant, alors j'ai plus en tête la date de début, depuis les années 80 au moins, il existe dans chacun des établissements scolaires du second degré, dans le premier degré évidemment on connaît le maillage, et moi je rends hommage à tous les professionnels de la santé qui interviennent dans les écoles de façon extrêmement volontariste pour travailler sur les politiques de prévention, mais dans les établissements scolaires du second degré, il existe de façon très officielle, avec une obligation annuelle d'un plan de prévention, ce qu'on appelle le CESC, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, et autour de la santé et autour du maillage des infirmiers, des médecins, etc., il y a un maillage extrêmement pointu qui doit travailler avec les élèves, je tiens à le dire, sur la question notamment de la prévention des addictions. Voilà. Donc, il y a une politique nationale, puis une politique régionale et une politique au sein des établissements. Et donc, ça n'est pas bureaucratique. Ça repose sur les conseillers principaux d'éducation, ça repose sur les professeurs principaux, ça repose de façon volontariste sur les personnes qui sont au plus près des élèves. Et là, véritablement, moi, je rends hommage à ce travail. Et chaque année, normalement, dans le cadre des projets, il existe... l'établissement scolaire doit afficher auprès des parents, donc on rend compte de ces questions-là, et il me semble, pour avoir travaillé sur ces questions-là dans les établissements, avec l'échelle établissement, parce que j'étais inspectrice d'académie, eh bien, on a des dynamiques qui s'installent, évidemment, et qui reposent effectivement sur les personnes. Voilà, je voulais simplement dire cela. Merci beaucoup. Donc, qui veut répondre 2 minutes, ça servira de conclusion, parce que là, on arrive au terme du débat. Il y a peut-être un sujet sur l'interaction entre la sphère publique et la sphère privée sur ce sujet. Je pense que ça, c'est un point clé. Bien, non, pas de regret. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce débat.